Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs, me revoici au fossé, on a qui ma misère. Voici le coin de boue, où dormait mon frère. Voici ma vie à moi rassemblée en la poussière. Bonjour, Moyen-Orient Express, aujourd'hui consacré à l'Irak, pris en étau entre les attentats de l'État islamique et la corruption qui mine la gouvernance du pays. L'Irak est-il en voie de partition ? On décrypte tout cela avec deux invités. Louwa El-Rachid, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée à Sciences Po. Et Wassim Nasr. Bonjour. Bonjour. Journaliste à France 24, vous venez de publier L'État islamique, le fait accompli, paru chez Plomb. La nouveauté de ce mois de mai en Irak, ce sont les manifestants qui ont envahi le Parlement irakien à Bagdad pour protester notamment contre la corruption, mais aussi contre le rejet par les députés d'un nouveau gouvernement de technocrates proposé par le Premier ministre Haïdar el-Abadi. Cette valse de gouvernement dure depuis maintenant plusieurs mois, depuis le départ en fait de l'ancien gouvernement, Nouri al-Maliki, en 2014. Louwa El-Rachid, l'Irak est-il tout simplement devenu ingouvernable ? L'Irak est de fait ingouvernable. Il y a à Bagdad un gouvernement qui s'est formé au lendemain de la chute de Mossoul aux mains de l'État islamique en juillet 2014. Ce gouvernement est dirigé par Haïdar el-Abadi, qui est issu du même parti politique que Nouri al-Maliki, celui qui a gouverné l'Irak de 2006 jusqu'à 2014. Qui est chiite, lui aussi. Qui est chiite, qui est issu de l'une des principales grandes formations politiques islamiste chiite, Hizb ad-Darwa, le parti ad-Darwa, le parti de l'appel islamique, qui est un parti qui a une longue histoire et qui se revendique, qui se drape de la légitimité de l'opposition à Saddam Hussein, au régime de Saddam Hussein. C'est un parti politique qui s'est constitué à l'intérieur de l'Irak dans les années 70 et qui a été contraint à l'exil, d'abord en Iran, ensuite en Syrie, puis en Occident, notamment en Grande-Bretagne, et qui est revenu en force après 2003 avec l'appui des Américains et qui s'est vu un peu intronisé comme principale formation politique chiite. Ce parti gouverne depuis, grosso modo, 2006-2007 l'Irak. Nouri al-Maliki a constitué l'homme fort de la principale figure de ce parti politique. Il a dirigé l'Irak pendant 2 mandats. Il a eu le temps d'installer ses réseaux de pouvoir, ses réseaux de clientélisme et de donner l'apparence d'un possible retour à un gouvernement sous la houlette d'un homme fort, capable de centraliser toutes les... importante, 2007-2013. Voilà. Il se trouve que Nouri al-Maliki a antagonisé beaucoup de gens en Irak, notamment Nouri al-Maliki a incarné l'intransigeance chiite face au monde sunnite, face à cette minorité, à ceux qui sont devenus après 2003 minoritaires, c'est-à-dire les sunnites, qui ont été collectivement blâmés pour les excès du régime de Saddam Hussein, qui ont été tenus collectivement pour coupables de la dictature et qui ont été, après 2003, totalement exclus du champ politique au nom de la débarcification qui a été la politique mise en place par l'occupant américain. Nouri al-Maliki n'a pas été capable ou n'a pas voulu réintégrer ces sunnites au nom de la réconciliation nationale dans le jeu politique. Il les a de plus en plus poussés à se radicaliser. La chute de Mossoul a symbolisé cette radicalisation de la population sunnite, dans la mesure où effectivement les quelques centaines de combattants de l'État islamique qui ont fait soudainement irruption à Mossoul ont été accueillis plus ou moins à bras ouverts par la population qui n'en pouvait plus des politiques discriminatoires du gouvernement maliki. Haïdar el-Abadi arrive au pouvoir à ce moment-là. Il a été perçu comme une figure de compromis. Ce n'est pas un idéologue, c'est un homme de compromis, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'assises personnelles très fortes de pouvoir. Dans le parti ou dans la population ? Dans le parti. Donc on a considéré que c'était, tout comme Maliki en 2006-2007 avait été choisi parce qu'on le percevait comme quelqu'un qui était un peu, pas issu du premier rang des cadres du parti ad-Darwa, mais comme une figure un peu terne, un peu effacée. Et finalement, il s'est avéré qu'en très peu de temps, et grâce à l'exercice du pouvoir et aux énormes ressources que le pouvoir donne, c'est-à-dire notamment la rente pétrolière et sa distribution, il s'est imposé comme l'homme fort. Abadi, depuis 2 ans, peine à s'imposer comme une figure de rassemblement, comme quelqu'un capable d'imposer une formation ministérielle au Parlement, capable d'éliminer ses rivaux. Et surtout, le problème de l'ingouvernabilité de l'Irak, c'est que Maliki est toujours là, il est dans les coulisses, il est un peu à la tête d'un gouvernement de l'ombre, il est devenu le principal opposant à l'actuel gouvernement qui est
issu de son propre parti politique. Donc Haïdar al-Abadi doit faire face à une opposition de la part de sa propre formation politique qui ne le soutient pas totalement au Parlement. Il doit faire face à la colère de la population, colère qui s'est exprimée à partir de l'été 2015 dans un mouvement de manifestations qui ont éclaté à Bagdad et dans plusieurs autres villes du pays, notamment dans le sud. Des manifestants en colère qui réclament des services publics. L'électricité, en particulier, est un problème. Depuis 2003, la question de l'approvisionnement en électricité n'a pas été résolue. Y compris à Bagdad, hein, parce qu'on a toujours l'idée d'une capitale même si approvisionnée, puis d'un pays qui est complètement marginalisé, c'est pas du tout le cas en fait. La situation, du point de vue des services publics, est nettement meilleure à Bagdad qu'elle ne l'est dans les autres régions du pays, notamment dans le sud, à Basra, qui est la grande capitale économique de l'Irak, où la situation est épouvantable. Donc, la colère populaire éclate, s'exprime à travers des manifestations à partir de l'été 2015. Elle est portée par ce qu'on a appelé au début le courant civil, At-Tayyar al-Madani, c'est-à-dire un groupe un peu composite d'activistes issus de la société civile, de journalistes et de grandes figures de la gauche irakienne, de ce qui reste du Parti communiste irakien, qui a été jusqu'au début des années 70 la plus grande formation politique du pays et la plus grande formation, le principal parti d'opposition au régime baathiste. Il n'en reste plus rien aujourd'hui, mais néanmoins, il y a un héritage intellectuel et une puissance symbolique qui est forte. Ces manifestants ont commencé à se rassembler tous les vendredis, ce qu'on a appelé les vendredis de la colère. Les choses ont traîné, le mouvement s'est petit à petit effrité, n'a débouché sur rien, si ce n'est à servir de moyen d'expression de la colère. On a vu les Irakiens descendre dans la rue. Les slogans sont intéressants puisque les manifestants ont d'abord critiqué l'hégémonie des partis islamistes. Un des slogans les plus populaires a été « Au nom de la religion, les voleurs nous ont volés », c'est-à-dire une remise en cause claire et directe de l'hégémonie des partis islamistes en fait depuis 2003. Les partis islamistes chiites, des partis islamistes chiites qui s'expriment. C'est donc une conjonction de tous ces facteurs en fait qui fait donc ces manifestants. Wassim Nasr, comment est-ce que vous reliez en fait cette colère très forte à Bagdad, hein, ces centaines de personnes qui manifestent dans le Parlement même, ces images assez impressionnantes, et l'essor de l'État islamique à partir de finalement. Écoutez, pour 2014. moi, en tout cas, il y avait tous les éléments pour que cette colère populaire existe, avant qu'elle ne soit chiite. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que les zones sunnites sont des zones de guerre, avec une bonne partie de la population sunnite qui est du côté de l'État islamique, la province d'Al-Anbar notamment, fait que ce mouvement populaire est stricto sensu chiite, à cause de la guerre. Mais il n'y a pas de cause à effet. Mais d'un autre côté, bien sûr que l'État islamique essaie de capitaliser sur ce mouvement populaire. On a vu les manifestations pour l'électricité anti-iranienne. Et qu'est-ce que l'État islamique a fait? Il a attaqué la station de gaz d'Ataji qui fournit les centrales électriques de Bagdad. Donc pour accentuer la friction entre la population et le gouvernement qui est en guerre. Même si, pour l'État islamique, ça il faut être clair là-dessus, tous les chiites sont ses ennemis. Il ne fait pas de différence entre un chiite pro-gouvernement, laïque ou communiste, comme ça a été dit, et un chiite qui est totalement pro-Iran. Pour lui, tout le monde est mis dans le même sac. D'ailleurs, c'était le fer de lance de l'idéologie de Zarqawi, qui était en contradiction avec celle d'Al-Qaïda, où Zarqawi disait il faut combattre les chiites avant les Américains, ou en même temps, du moins, et que Al-Qaïda, donc Ben Laden lui-même et Zawahiri, ont essayé de l'arrêter. Il ne les a pas écoutés, il a fait les fameux attentats de Samara contre une grande mosquée chiite, la plus importante peut-être, ou la plus historique dans le pays, ce qui a embrasé complètement tout l'Irak. La période un peu de chaos en fait, que traverse l'Irak est encore plus renforcée par la vague d'attentats commis par l'État islamique. Encore le 17 mai, je crois, 48 morts dans un attentat à Bagdad revendiqué par l'État islamique. Comment est-ce qu'on explique cette stratégie? Est-ce que c'est une réponse au recul en fait, de l'État islamique à l'ouest du pays? Près de 50%, je crois, le Pentagone a fait une communication là-dessus cette semaine. 50% du territoire perdu depuis 2014. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'une perte de territoire désertique, ce n'est pas important. Ce qui pourrait faire mal à l'État islamique, c'est de perdre les villes. Donc sa capacité à administrer et sa prétention étatique. Ça, il a perdu quelques villes quand même. Il a perdu quelques villes, mais il a encore Mossoul, Ramadi, les combats sont aux portes de Ramadi, aux portes de Palmyre. Voilà. Et chaque fois qu'il perd une ville, c'est au prix très très fort. Ça veut dire que la ville est complètement
détruites. Si on parle de Beiji et de Tikrit, par exemple, les populations ne reviennent pas, malgré les belles annonces du gouvernement. Les réfugiés sont aux portes de Bagdad, ils sont discriminés, ils sont assassinés. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il ne faut pas sous-estimer sa capacité, donc la capacité de l'État islamique à anticiper. Ce n'est pas toujours dans l'émotion qu'on connaît ou qu'on taxe les Arabes d'être émotifs, c'est-à-dire action-réaction, alors que là, l'État islamique prouve en tout cas qu'il a une certaine capacité d'anticipation. Pourquoi il frappe aujourd'hui à Bagdad? Peut-être parce qu'il y a des pertes pour dire qu'il est toujours là, certains le disent. Mais moi, ma propre analyse, c'est qu'il tape à Bagdad pour que les forces à Bagdad ne puissent pas se concentrer sur les batailles à venir cet été, parce que l'été, c'est la période propice pour les frappes aériennes et les surveillances, et qui se dessine autour de Fallujah et de Mossoul. Donc lui, il veut éparpiller les capacités du pouvoir, leur dire on est toujours capable de vous frapper au cœur de votre capitale, ce qui va les obliger, les contraindre à se concentrer sur Bagdad et retarder les opérations envisagées à Fallujah et à Mossoul. Il n'y a pas d'émotion dans cette guerre, il n'y a pas d'action-réaction. Il y a des plans bien définis des deux côtés, une capacité à planifier stratégiquement les mois à venir. En face de cette capacité à planifier donc, de l'État islamique, la réponse du gouvernement, aussi bien du côté de l'armée que des institutions, quelle est-elle? On entend souvent en fait, une grande critique contre l'armée irakienne, coupable entre guillemets d'avoir laissé, d'avoir fui en fait, face à l'État islamique, notamment à Mossoul en 2014. Est-ce qu'on a toujours une armée démembrée comme ça, avec des soldats dont on n'a pas versé la solde depuis des mois? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Quelle est la réponse en fait, des institutions à l'État islamique aujourd'hui? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle est intéressante? Je crois que Wassim a tout à fait raison de souligner le fait qu'il y a une stratégie en fait, de la part de l'État islamique et on la voit s'exprimer de plus en plus ces dernières semaines. La stratégie de l'État islamique consiste, on focalise sur les territoires. Ce n'est pas très important pour l'État islamique de perdre la ville de Ramadi. C'est une bourgade perdue en plein milieu du désert avec une population extrêmement réduite. Elle n'a aucune importance. En revanche, la ville de Mossoul est un sanctuaire qu'il convient de protéger. Et Fallujah. Et Fallujah aussi pour sa symbolique de résistance à l'occupation américaine. Je rappelle que Fallujah était le théâtre des batailles les plus sanglantes auxquelles a dû faire face l'armée américaine à partir entre 2003 et 2006. Donc pour le moment, l'État islamique, la perte de territoire n'est pas très importante, le rétrécissement de son territoire ou l'agrandissement. Il faut comprendre que ce n'est pas une guerre, c'est pas statique. En fait, une ville tombe aux mains de Daesh, le lendemain, elle peut être reprise par l'armée irakienne, par les forces régulières ou les forces irrégulières, c'est-à-dire les milices chiites. Ce n'est pas très important. Aujourd'hui, ce qui semble se dessiner comme stratégie depuis quelques semaines, c'est la stratégie des attentats spectaculaires à Bagdad. Bagdad, qui est le siège de ce pouvoir chiite, qui est en prise à une crise extrêmement importante, peut-être la plus importante depuis 2003. On a un gouvernement qui n'arrive pas à gouverner, qui est quasiment paralysé, un Premier ministre qui est la risée de tout le monde, en fait, et qui n'a de soutien que extérieur. Un État failli, donc en fait, c'est ce que vous dites. Un État complètement failli, je crois que même le mot failli n'est pas assez fort. Et les problèmes exacerbés avec le Kurdistan, avec la prise de Kirkouk par les Kurdes, les problèmes sur le pétrole. Rien n'est, si vous voulez, cette entité politique dont les Américains ont dessiné les contours en 2003 ne fonctionne pas. Elle est entrée dans une crise d'une ampleur sans précédent. Il ne s'agit pas simplement d'une crise entre deux ou trois formations politiques à propos des portions des uns et des autres. Il s'agit véritablement d'une crise structurelle, une crise de fonctionnement, une crise de croissance peut-être, je ne sais pas. Le gouvernement Abadi ne parvient pas à gouverner, son autorité est contestée dans son propre camp, il doit faire face aux attaques spectaculaires de l'État islamique dans Bagdad même, qui n'est plus sanctuarisé. On l'a vu la semaine écoulée, il y a eu plus de 200 morts dans Bagdad. Donc ces attaques mettent à nu le gouvernement central en mettant le doigt sur son incapacité à assurer la sécurité de la population à Bagdad, en mettant l'accent sur sa paralysie, le fait qu'il ne parvient pas à se faire obéir par toutes les factions politiques qui sont coalisées théoriquement dans cette formation politique, dans ce gouvernement, il ne peut compter finalement, le gouvernement Abadi ne peut compter que sur le soutien de la coalition internationale et de l'Iran, où on voit se dessiner
en quelque sorte un duopole entre les États-Unis et l'Iran pour éviter que ce processus politique ne s'effondre totalement, pour éviter qu'il n'y ait un vide dans la zone verte, cette zone fortifiée, sanctuarisée du pouvoir, mais qu'il ne l'est plus, puisque on a franchi un pas supplémentaire le 30 avril. Des manifestants qui appartiennent à une faction politique sont entrés dans la zone verte, ont saccagé. Des partisans de Moqtada al-Sadr. Symboliquement, c'est quelque chose. On est dans quelque chose. Il y a un saut. Il y avait une sorte d'anecdote à Bagdad où on disait que le gouvernement Abadi ne gouverne que sur la zone verte. Et là, même ça, c'est mis à mal. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça démontre encore une fois la faiblesse dans laquelle se trouve ce gouvernement. L'autre élément qui incapacite le gouvernement de Haïdar al-Abadi et la crise économique. L'Irak est frappé de plein fouet par la chute des prix du pétrole et se retrouve dans l'incapacité d'assurer le fonctionnement, le paiement des traitements des fonctionnaires. Un cas d'empoisonner des Saoudiens d'ailleurs qui ont décidé justement d'inonder le marché et qui en l'occurrence incapacite, comme vous dites, le gouvernement et l'armée irakienne dans sa réponse à l'État islamique. Absolument. Le gouvernement Abadi est aujourd'hui obligé de se tourner vers les institutions financières internationales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, le FMI, pour solliciter des prêts, pour assurer simplement le paiement des traitements des salaires et le coût de cette guerre. De cette guerre que l'armée irakienne mène contre l'État islamique qui pèse de plus en plus sur les maigres ressources de l'État irakien. C'est quelque chose dont on parle peu, mais la guerre contre l'État islamique a un coût considérable pour le gouvernement irakien. Le gouvernement irakien finance non seulement l'armée, une armée régulière, mais en plus subit le coût de fonctionnement des nombreuses milices chiites qui se sont formées au lendemain de la chute de Mossoul pour défendre le pays contre l'État islamique et notamment défendre la capitale, Bagdad, contre un éventuel assaut de l'État islamique. Ces milices chiites techniquement, ce sont des milices qui échappent à l'autorité directe du Premier ministre, plus ou moins à l'autorité directe du Premier ministre, qui est le commandant suprême des forces armées, mais qui sont en symbiose avec les structures étatiques qui prédatent, ponctionnent, cannibalisent les ressources de l'État, qui se servent dans les entrepôts de l'armée, qui parfois supplantent l'armée, puisqu'elles sont créditées d'une force combative supérieure à celle de l'armée, puisqu'elles sont très idéologisées. Elles se battent au nom de la défense sacrée du chiisme, contre les takfiristes, contre les terroristes de l'État islamique, alors que l'armée régulière est une armée sur laquelle les Américains puis les gouvernements successifs irakiens ont dépensé des milliards de dollars. Ce qui lui manque, c'est la force combative, en fait. Finalement, c'est une idéologie de combat. Et puis, elle est à l'image de ce système politique qui s'est mis en place depuis 2003. Elle est elle-même minée par la corruption. La corruption qui commence au niveau des commandants militaires, des officiers supérieurs, et qui se répercute jusqu'aux simples soldats. Et c'est cette corruption de l'armée qui fait que l'armée n'a pas été capable de défendre les principales villes sunnites qui sont tombées aux mains de l'État islamique. Alors, elle n'a pas été capable de défendre les villes, mais est-ce qu'elle peut gagner à l'avenir? Est-ce qu'une victoire de l'armée irakienne sur l'État islamique a un reflux un petit peu en Syrie et de manière plus importante en Irak? Une victoire de l'armée irakienne, c'est possible? Une victoire de l'armée irakienne, aujourd'hui, elle est quasi impossible vu la conjoncture. Donc, comme ça a été très bien dit, s'il y a succès contre l'État islamique au sol, que ce soit en Syrie ou en Irak, c'est des milices idéologisées qui le combattent. Ils font leur propre djihad, le djihad chiite. Donc il est question du Hezbollah en Syrie et d'autres, le Hezbollah syrien existe aujourd'hui, et des milices irakiennes qui ont été présentes en Syrie dès 2012, dans des combats très importants à Damas et à la frontière libanaise, ça on ne le dit pas assez, envoyés par Nouri al-Maliki à l'époque, alors que l'État islamique ne s'était pas encore manifesté en force en Irak. Et du côté irakien, c'est aussi des milices chiites, donc financées par l'Iran et en partie par le gouvernement, qui ont des résultats sur le terrain pour la simple raison qu'ils ont la volonté de combattre, qu'ils sont aussi idéologisés que l'État islamique. Chacun son djihad aujourd'hui. Alors que l'armée irakienne, elle est à l'image donc de cette société et elle perd du terrain face aux milices. Idem pour l'armée syrienne. Parce qu'il y a des officiers syriens qui disent nous, on perd trop de présence sur le terrain face aux milices qui combattent. Et ça, c'est le propre de toute guerre civile. Quand il y a une guerre civile qui s'installe, il y a toujours des nouvelles figures, de nouvelles milices qui s'installent et qui grignotent sur le pouvoir central,
qui est certes corrompu, qui est certes non reconnu par une frange de la population, mais qui reste le pouvoir central. S'il faut construire, il faut construire avec les restes de ce pouvoir. Et aujourd'hui, la guerre et la présence des milices grignotent sur ce pouvoir. Donc j'imagine mal comment l'armée irakienne, sous le drapeau de l'armée irakienne, pourrait reprendre du terrain. Les Irakiens, ils ont essayé à Ramadi de ne pas mettre en avant les milices chiites, comme ça a été le cas à Tikrit et à Beiji, pour rassurer la population. Mais bon, tout le monde sait que c'était des miliciens chiites, mais habillés en policiers. Et les mêmes problèmes qu'a l'armée irakienne, elles sont présents au Kurdistan, par exemple. Parce qu'au Kurdistan, on parle toujours des Kurdes comme une forme homogène, alors pas du tout. Les Kurdes, il y a des Kurdes qui sont pro-Turquie, des Kurdes du PKK qui sont plutôt communistes, leur branche du YPG. Massoud Barzani, je vous le rappelle, a autorisé les frappes turques contre le PKK en Irak. Donc ça, on ne le dit pas assez. Donc il y a des vraies dissensions au sein de chaque bloc. Et ce qui fait aujourd'hui que le bloc sunnite, en tout cas, se retrouve de facto du côté de l'État islamique, et que la formule qui avait marché en 2007, donc la formule des Sahwat ou des forces de l'éveil financées à coup de... Les milices sunnites, donc qui luttaient contre l'État islamique. Et c'est eux-mêmes qui avaient viré l'État islamique des villes. Hein. C'est les milices sunnites à l'époque, à coup de, bien sûr, de renforts en billets verts des États-Unis, d'armement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les Américains ont fait le choix, comme ça a été dit aussi, de passer club à Bagdad. Elles existent, mais ça ne représente rien. Pourquoi? Parce que moi, d'après des témoignages que j'ai dans mon livre, il y a beaucoup de jeunes qui manifestaient à Ramadi de manière pacifique, ou qui ont même pris les armes à Fallujah dès janvier 2014, mais ils n'étaient pas du tout sous le drapeau de l'État islamique. Mais de fil en aiguille, ils se retrouvent djihadistes dans les rangs de l'État islamique, parce que l'État islamique, il mène la danse. Et c'est lui qui représente aujourd'hui, pour une frange de la population, le seul rempart face à la toute-puissance des milices chiites, à l'influence iranienne. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça se ressentit de la population irakienne vis-à-vis d'une certaine partie, parce que ça fait 2 ans quand même que l'État islamique est installé dans la province d'Anbar, à Mossoul. Et mais ce que je dis aussi dans le livre, après 5 ans de guerre en Syrie... Il y a toujours une bienveillance de la population, d'une partie de la population. La population a besoin d'ordre, quel qu'il soit. De sécurité. De sécurité. Ils ont besoin de sécurité, de pouvoir aller au travail, dormir en sécurité. Et c'est ce que l'État islamique leur donne à sa manière. Ça, il faut bien le dire. Parce que les erreurs qui ont été faites par le même État islamique au milieu des années 2000, elles n'ont pas été reproduites aujourd'hui. Par exemple, quand ils sont rentrés à Fallujah en janvier 2014, c'est les comités locaux qui géraient Fallujah et eux qui géraient la défense de la ville à l'extérieur. À Mossoul, ils ne sont pas rentrés du jour au lendemain. À Mossoul, moi je le dis dans mon livre, ça a été très bien préparé. Même les Kurdes donc, du Kurdistan irakien, ils se sont retirés avant que l'État islamique ne traverse le fleuve vers l'autre côté. Ils savaient. Donc ça s'est fait en bonne intelligence. Et même, j'ai interviewé un commandant kurde de l'État islamique en Syrie, il m'a dit, si l'expérience qu'il y a eu à Mossoul peut se répéter ailleurs, nous, on ne va pas attaquer le Kurdistan irakien. Et d'ailleurs, si on regarde la carte des combats, les combats n'ont jamais traversé les frontières du Kurdistan irakien. Il y a eu un attentat quand même la semaine dernière, si je ne me Les combats, ça veut dire les offensives. Les offensives de l'État islamique, jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais traversé les frontières du Kurdistan administratif. Elles se déroulent dans des territoires contestés avec Bagdad depuis Belle Lurette. Ce qui équivaut aussi pour le barrage de Mossoul, qui n'est pas entretenu aujourd'hui à cause des frictions entre Erbil et Bagdad. Et qui va faire les réparations? Et ça sera sous le contrôle de qui? Kirkuk, qui était contesté entre Bagdad et Erbil, a été prise par les Peshmerga, qui ont viré les forces gouvernementales irakiennes dès que l'État islamique a pris Mossoul. Donc toute cette complication, toute cette mosaïque de complications est à prendre en considération. Et pour revenir aux populations sunnites, aujourd'hui, les populations sunnites, personne n'a rien à leur proposer. Ni le gouvernement central, ni l'Iran, ni les puissances occidentales, ni personne n'a rien à leur proposer. Et aujourd'hui, les États-Unis ont fait le choix de passer par Bagdad et ne plus traiter directement avec les chefs des clans. Ces mêmes chefs des clans qui n'ont plus de prise réelle sur les membres de leur clan à cause des promesses non tenues après 2007, donc par le gouvernement maliki, mais aussi parce que ces chefs de clan, il faut le dire, ils sont corrompus. Et ils sont vus comme étant corrompus par leur propre assise populaire qui les a délaissés. Donc aujourd'hui, la coalition essaye, tant bien que mal, de frapper les villes, de frapper les infrastructures pour que l'État islamique perde sa prétention à pouvoir gérer et administrer les populations dans l'espoir
que ces populations se révoltent. Mais en tout cas, on voit la manière avec laquelle les choses se déroulent sur le terrain, ce n'est pas encore le cas. Quand Shaddadi a été prise par les forces kurdes, les réfugiés, ils ont trouvé refuge dans les territoires de l'État islamique. Ils ne sont pas allés se réfugier chez les PKK. Donc ça, c'est à prendre en considération, que ça nous plaise ou pas. Il y a une réalité aujourd'hui et un vide de non-projet pour une bonne partie des populations sunnites à cheval entre l'Irak et la Syrie, qui fait qu'il est inimaginable, en tout cas pour le moment, que quand on sort des annonces d'éradiquer l'État islamique et éradiquer... C'est pas possible aujourd'hui. Il faut des projets alternatifs. Ce vide de projet, Loulou El Rachid, est-ce qu'il préfigure, de même que l'extrême confessionnalisation de l'Irak aujourd'hui? On en a parlé, milices chiites, le gouvernement, différents partis chiites, Moqtada el-Sadr, aussi les sunnites de l'autre côté. Voilà. Est-ce que ça préfigure une partition du pays dont on parle depuis des années? Est-ce que c'est vers ça qu'on va aujourd'hui? Bon, alors la question de la partition de l'Irak est un sujet qui revient sans cesse depuis 2003 et bien avant. La question de l'artificialité de l'État irakien, de ses frontières, son illégitimité en fait structurelle depuis sa création, il aurait été contesté par la majorité de sa population. Je crois que la question n'est pas dans le fait de savoir si on va vers ou non la partition. La question n'est pas de savoir si c'est un État artificiel ou pas. Je crois géographiquement, des gens disent que ça fait sens. À l'ouest, les sunnites, au sud et près de l'Iran, les chiites, au nord, bon, le Kurdistan. Mais c'est une formule qui a été essayée au début du XXe siècle et on connaît les résultats aujourd'hui. Il faut imaginer quelque chose de plus innovateur, si je puis dire. Une fédération, alors peut-être? Alors, de facto, sur le terrain, ce qu'on voit se dessiner donc, à la faveur de la guerre contre l'État islamique, c'est un immense travail de nettoyage ethnique et confessionnel. Ce qui se passe au nom de la guerre contre l'État islamique et dans les combats, on voit en fait, il y a une logique, de même que l'État islamique a une stratégie bien précise. Ceux qui se battent contre l'État islamique, c'est-à-dire pour le moment les Kurdes, les forces kurdes et les milices chiites, ont aussi une stratégie bien définie qui consiste à faire un travail de nettoyage ethnique et confessionnel dans les zones de mixité. Pour les Kurdes, les Kurdes ont agrandi leur territoire à la faveur des combats contre l'État islamique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gouvernement régional kurde, qui a un statut d'entité fédérée à l'intérieur de l'entité irakienne, a aujourd'hui repoussé sa frontière administrative avec le reste de l'Irak au nom de la guerre contre l'État. Un territoire prospère pour le coup. Donc, il s'est immensément agrandi. Il a fait main basse sur ce que la constitution irakienne définissait comme des territoires disputés et dont le sort devait être réglé ultérieurement par voie de référendum. Il se trouve que depuis l'adoption de la Constitution, donc en 2005, ce référendum n'a jamais pu avoir lieu. Le lendemain ou le surlendemain de la chute de Mossoul aux mains des combattants de l'État islamique en juin 2014, les Peshmerga kurdes ont avancé sur la ville pétrolière de Kirkouk, qui était le principal territoire disputé entre Bagdad et le gouvernement régional kurde. Aujourd'hui, la ville est entièrement sous le contrôle des forces kurdes. Et ils envisagent un référendum d'ailleurs. Et c'est encore un pas de plus dans cette stratégie du fait accompli de préemption de territoire au nom de la guerre contre l'État islamique. Les milices chiites ont fait également la même chose dans une province irakienne qui était mixte, qui s'appelle Diyala, qui est une province limitrophe de Bagdad. Et on le voit, un vrai travail méthodique de nettoyage ethnique, d'éviction des habitants sunnites a été opéré par les milices chiites au nom du nettoyage de ces régions des combattants de l'État islamique. Tous ces éléments que vous dites, ça pèse en faveur d'une partition ou du moins d'une séparation politique des entités politiques. La situation à Bagdad a également aussi été clarifiée dans la mesure où il subsiste de moins en moins de zones de mixité confessionnelle sunnite-chiite à l'intérieur de Bagdad. De facto, l'Irak, aujourd'hui, quand vous regardez la carte de l'Irak, il y a un morcellement, il y a plusieurs pouvoirs, plusieurs entités en fait qui opèrent sur ce territoire irakien. Le pouvoir central est nominalement responsable de ce territoire, mais aujourd'hui, Bagdad ne commande pratiquement plus rien. On parle peu de la situation au sud de Bagdad, on parle peu de la situation dans les régions chiites, mais là encore, le pouvoir central doit composer avec une constellation de milices, de notables, de voyous locaux qui font la loi dans ces régions-là et avec lesquels les forces armées régulières, les forces de sécurité régulières doivent négocier et composer. Il y a même eu des confrontations.
Il y a eu des clashs armés avec des tribus chiites au sud, dans le sud, notamment dans la région de Bassora. Donc la partition, qu'on le veuille ou non, elle est de facto inscrite à l'œuvre. Elle est aujourd'hui, elle s'exprime sur le territoire, elle s'exprime par le fait que sur ce même territoire, on a un certain nombre d'acteurs armés, non étatiques, qui font la loi, qui font la pluie et le beau temps. Et il me semble que c'est une situation qui, au fur et à mesure que ce provisoire, cette situation chaotique perdure, il est de plus en plus difficile de revenir en arrière. Il est de plus en plus difficile pour un pouvoir central, même si demain Haïdar al-Abadi était remplacé par un Premier ministre qui aurait plus d'autorité, je vois mal comment recentraliser en fait le pouvoir et l'administration et le contrôle sur ce territoire qui aujourd'hui est éclaté, morcelé, cannibalisé par un certain nombre d'acteurs puissants, d'acteurs locaux extrêmement puissants et d'acteurs armés qui, en cas de confrontation avec les forces régulières irakiennes, pourraient en fait remporter la bataille. Lolo El-Rachid, Wassim Nasr, merci. À bientôt sur Moyen-Orient Express. Merci.